Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, on a vu ce matin que les vignobles sont au cœur de processus de patrimonialisation et de territorialisation, ce qu'on a évoqué à travers les différentes communications. Ils sont évidemment constitutifs des identités territoriales. Et Amélie l'a bien rappelé, de replacer le vignoble dans son identité territoriale, c'est quelque chose d'assez essentiel. Un petit mot sur le contexte actuel. On se rend compte effectivement que depuis les années 1950, on a une transformation de la viticulture avec des mutations profondes, de l'industrialisation de l'agriculture à l'urbanisation et à la progression du bâti. Amélie a aussi écrit un article sur ce sujet, notamment à Vouvray, en passant par des évolutions dans les modes de consommation, par la concurrence mondiale, ou encore, évidemment, par l'ouverture des vignobles au tourisme. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Dans le cadre des nouvelles préoccupations des consommateurs et des touristes, vont émerger des nouvelles préoccupations parmi lesquelles le changement climatique ou la préservation de la biodiversité occupent désormais une place centrale. Évidemment, ce qui va être compliqué pour les vignerons, c'est qu'ils vont devoir s'adapter. On a vu que depuis les années 50, il y a des tas d'adaptations qu'ils doivent gérer et mettre en place. Ils vont, cette fois-ci, devoir s'adapter à ces enjeux pour assurer la viabilité de leur production, mais aussi celle de leur exploitation, dans un contexte où les consommateurs vont se montrer de plus en plus vigilants qu'auparavant quant à ce qu'ils vont découvrir dans leur verre, et des demandeurs de produits sains, mais aussi bons pour l'environnement. Donc on a ces deux enjeux, à la fois sanitaires et à la fois environnementaux. La sensibilité des consommateurs à ces questions, à la fois sanitaires et environnementales, mais également, peut-être qu'on ne l'a pas tant évoqué, mais c'est aussi un point important, les nouvelles exigences réglementaires, conjuguées aussi à de nouveaux enjeux agronomiques, vont engendrer une transformation progressive des modes de production, une adaptation des pratiques culturelles et une modification de la tenue des vignobles. Et évidemment, les paysages vont traduire ces changements dans les pratiques culturelles, notamment à travers le réinvestissement de la biodiversité dans l'aménagement des territoires viticoles. Et les œnotouristes vont être des spectateurs privilégiés de ces changements, de ces transformations. Donc, l'hypothèse de départ qu'on a formulée, en effet, dans le cadre du projet Œnobiotour que j'ai mené au sein de l'ESA pendant 18 mois, était de se dire que l'ouverture des vignobles avait pour action, pour une transformation peut-être, d'emmener le consommateur au cœur des paysages viticoles, et donc au plus près du produit. Ce qui l'emmenait à se familiariser aussi avec des processus de production, avec la tenue des vignobles. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que cette action et ce déplacement engendraient une plus grande transparence vis-à-vis des pratiques culturelles, et donc une transformation éventuellement de ces pratiques. Alors, première question, et puis seconde question, c'est si c'est le cas, de quelle manière et jusqu'où? Donc, de quelle manière l'activité œnotouristique peut à la fois valoriser et peut-être même favoriser des actions mises en place par les vignerons en faveur d'un développement agroécologique des vignobles et des territoires viticoles. Donc, pour répondre à ces interrogations, un travail de terrain a été mis en place en Val-de-Loire. Il a été mené auprès des œnotouristes, mais aussi auprès des acteurs de l'œnotourisme, notamment des professionnels, vignerons d'une part, gérants de domaines viticoles ou responsables œnotourisme de certains domaines, mais aussi auprès d'acteurs de la filière tourisme, notamment comité régional du tourisme, comité départemental et autres. Le terrain est donc un terrain local. On a concentré notre recherche sur plusieurs appellations, donc appellation Quart de Chaume Grand Cru, Coteaux du Layon Premier Cru, Chaume, Savenière, Cabernet d'Anjou, Rosé d'Anjou et Rosé de Loire.
Donc en fait, une grande partie de l'Anjou, donc c'est intéressant puisque on a vu dans le travail que nous a présenté Amélie qu'elle se concentrait donc dans le Val-de-Loire plutôt sur le côté Indre-et-Loire. Là, cette étude est plutôt sur le côté Maine-et-Loire et sur le vignoble Anjou-Saumur. Donc c'est plutôt complémentaire. Et donc, la méthodologie qui a été mise en place dans le cadre de cette recherche et de ce terrain de recherche, ça a été un travail qualitatif constitué d'observations participantes et également d'entretiens. Donc, observations dans 10 domaines, observations régulières dans 10 domaines estampillés caves touristiques du Val-de-Loire, donc avec le label donné par Interloire. Donc, ça veut dire des vignobles qui s'étaient engagés dans une démarche œnotouristique et auprès de 112 œnotouristes à la suite de leur visite. Donc, on a à la fois des observations et des entretiens. Alors, je vais vous présenter en fait les grands résultats qui nous emmènent à peut-être nous centrer en effet sur les enjeux pour la filière et ce qui ressort des attentes des œnotouristes. Premièrement, on s'est rendu compte que, bon, évidemment, initialement, l'œnotourisme était plutôt centré sur la rencontre entre des exploitants viticoles et des touristes qui venaient déguster, qui venaient acheter, qui venaient comprendre le vin. Aujourd'hui, on a une diversification des pratiques œnotouristiques. Et dans les domaines que j'ai pu visiter, observer, les offres étaient variées. On avait des offres gratuites pour certaines, donc généralement autour de la découverte et de la dégustation des vins, et puis payantes pour d'autres, lorsque cette offre était enrichie par une visite plus longue notamment. Quelle que soit l'offre, quand on a interrogé les œnotouristes sur ce qu'ils attendaient d'une visite dans un domaine, il est ressorti de manière très nette que leur volonté première, c'était de découvrir un savoir-faire, un métier, un produit. Et que dans cette découverte, ils voulaient être accueillis et accompagnés. Voilà un verbatim, par exemple, d'une œnotouriste qu'on a interrogée. On a envie de savoir et comprendre ce qu'on déguste et de donner une autre valeur à ce qu'on déguste. C'est important de découvrir et de mieux comprendre les savoir-faire, de trouver un goût et de saisir tout ce qu'il y a derrière le produit, le travail que ça représente. Donc, les termes qui reviennent le plus quand on interroge les œnotouristes sur ce qu'ils ont le plus apprécié dans la visite, c'est vraiment deux termes, le terme découvrir et le terme comprendre, qui ressortent massivement. Donc, comprendre est utilisé dans 71% des réponses, et il est souvent associé au terme mieux comprendre, là où le terme découvrir est utilisé par 68% des répondants. Donc, c'est vraiment ce souci de la découverte qui est central. Et voilà, très franchement, les questions d'ordre environnemental ou paysager sont presque jamais évoquées de prime abord quand on interroge les touristes. C'est vraiment la qualité de l'accueil qui est un point central de la réussite de la visite. Pour autant, et là on a vraiment une sorte de déplacement, lorsqu'on interroge les œnotouristes sur le moment qu'ils ont le plus apprécié dans leur visite, c'est la balade dans les vignes qui est plébiscitée et au-delà de la dégustation elle-même. 47% des personnes interrogées plaçaient la visite des vignes avant le reste. Contre, vous voyez, 34% pour la visite du caveau et la dégustation et 12% pour la visite du chai. Sur les 10 domaines qu'on a visités, il y en avait 8 qui proposaient dans leur circuit de visite un passage dans les vignes. Et parmi ces domaines-là, 6 d'entre eux étaient accompagnés par soit le vigneron, soit un chargé d'œnotourisme. Donc, les œnotouristes étaient laissés en autonomie dans seulement 2 cas. Et généralement, il y avait vraiment ce besoin et cette envie d'être accompagné dans cette découverte par quelqu'un qui pouvait les guider. Ces moments d'accompagnement dans le vignoble était souvent l'occasion de mettre en avant les points d'intérêt du vignoble, donc proposer des points d'arrêt privilégiés devant des paysages, notamment, évoquer le contexte patrimonial, le contexte culturel, le contexte historique du vignoble,
C'était aussi, dans certains cas, l'occasion de parler de certaines initiatives agroécologiques particulières. Vous voyez, par exemple, sur ces photos qui ont été prises dans un des domaines viticoles, enfin, notamment pour les deux dernières, un domaine viticole en particulier, il y avait des parcelles en agroforesterie, et c'est quelque chose qui a évidemment été mis en avant dans le cadre de la visite. Donc là, c'est vraiment un moment privilégié pour valoriser ces pratiques agroécologiques. Cette visite dans les vignes, elle était aussi, là pour les œnotouristes, perçue comme une possibilité qui leur était offerte de voir le produit à la source. C'était un moment qui leur permettait d'avoir une meilleure compréhension du vin et du travail qu'il nécessite, et c'était un moment qui était vécu un peu comme un gage de transparence de la part du vigneron. Voilà par exemple une œnotouriste qui évoque quelque chose qui a été beaucoup évoqué dans mes entretiens. C'est important de voir d'où vient le produit. Là, on était au cœur des vignes, on a vu directement la source, on ne peut pas tricher. Il y a vraiment cette notion du côté des œnotouristes de transparence et du côté des accompagnants, donc vignerons ou chargés d'œnotourisme. Si évidemment, selon les domaines qui étaient visités, on retrouvait des scripts explicatifs différents, il y avait toujours des invariables, les explications liées au terroir, d'une part, et les explications liées aux éléments culturels, d'autre part. Donc, taille de la vigne, l'encépagement, le rendement, les pratiques culturelles, et également le choix d'une certification ou non. Généralement, c'était quand il y avait le choix d'une certification qu'on l'évoquait, pas vraiment le ou non. Et vraiment, cette invariance sur à la fois terroir et de l'autre côté éléments culturels, elle s'est retrouvée dans tous les domaines dans lesquels l'étude a été menée, quel que soit leur statut, leur taille ou leur certification environnementale. Je peux pas, évidemment, si vous avez des questions sur le sujet, revenir sur la typologie des domaines étudiés. Je ne l'ai pas évoqué, je préférais me concentrer sur les résultats, mais évidemment, on peut en discuter. On voit vraiment une différence, et donc là, géographique, qui est intéressante entre les explications données dans les vignes et les explications données au caveau, par exemple. Les questions et les explications au caveau concernaient bien davantage le produit lui-même, et notamment ses qualités organoleptiques ou autres. Donc, on l'a vu, on l'a compris, le moment dans les vignes, c'est un moment propice pour justifier les choix opérés. Pour autant, on remarque, et on a remarqué que dans les domaines certifiés agriculture biologique, les questions d'ordre environnemental, et en particulier la place qu'occupe la biodiversité dans et aux abords des vignes, mais aussi l'intérêt pour les viticulteurs de maintenir et ou de développer la biodiversité, cette place et cet intérêt sont beaucoup plus évoqués que dans les autres domaines. Donc là, par exemple, j'ai fait une moyenne des occurrences de sujets liés à la biodiversité par visite en fonction de la certification environnementale. On voit que dans les domaines agriculture biologique, donc on avait 4 domaines certifiés agriculture biologique, un domaine certifié HVE et 5 domaines qui se disaient raisonnés, mais sans forcément de certification environnementale. Il y a vraiment une prépondérance des sujets liés à la biodiversité dans les domaines agriculture biologique. Mais ce n'est pas qu'une question quantitative. C'est aussi dans la manière dont la biodiversité était présentée dans ces domaines-là. Dans les faits, les domaines certifiés agriculture biologique évoquaient la biodiversité, notamment par le biais d'explications autour de l'intérêt d'utiliser la biodiversité au service du développement de la ville. Donc, parler du biocontrôle, du replantage des haies, à l'installation de nichoirs à oiseaux et à chauves-souris, en passant par l'enherbement entre les rangs de vignes, la plantation d'arbres fruitiers, l'installation de ruches, l'introduction d'espèces animales sur les parcelles,
voilà, de nombreuses initiatives étaient valorisées à ce moment-là dans le cadre de cette valorisation du biocontrôle. Les zonotouristes se montraient excessivement intéressés par ces remarques-là et par ces explications. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas abordé de manière spontanée par les zonotouristes. Ce n'étaient pas eux qui étaient forcément porteurs de ces questions. Par contre, dès que ces enjeux-là étaient évoqués, l'intérêt était systématique. Autre point important, c'est que cette valorisation, elle passait aussi par la mise en avant de réceptacles ou de facilitateurs de biodiversité. Donc, par exemple, les rosiers en début de parcelle, on a pu le voir hier pour les intervenants dans le vignoble qu'on a pu visiter, ou encore les nichoirs à mésanges ou les gîtes à chauve-souris, sont l'occasion de la part des touristes de développer, de poser des questions. Et donc, c'est aussi l'occasion pour les vignerons d'utiliser ces réceptacles pour évoquer les sujets liés à la biodiversité. Petit point qui est quand même important, et on avait des collègues écologues qui ont déjeuné avec nous, donc s'ils nous regardent, je pense que c'est important de le noter. La biodiversité ordinaire, donc les espèces végétales et animales spontanées, est très peu mise en avant lors des visites. Et pourtant, bien sûr, l'aménagement est important dans le cadre de la biodiversité, pour le développement de la biodiversité dans les vignobles, mais il n'est pas le seul, et il n'est pas forcément le plus intéressant du point de vue de la richesse du vivant. Et l'entretien est souvent très ignoré, alors même qu'il est souvent plus signifiant en termes de maintien de la biodiversité. Donc, entretien des haies, des talus, des zones arborées, des friches, des tournières, également des jachères ou des murets. Ce sont des éléments essentiels, pourtant peu mis en avant. Dans les domaines en agriculture raisonnée, l'évocation de la biodiversité, elle était davantage associée aux divers problèmes culturaux. Donc, notamment, voilà, par exemple, un verbatim qui est assez représentatif, on rencontre des problèmes avec les lapins, les chevreuils et même parfois les sangliers. C'est pour ça qu'on est obligé de clôturer certaines parcelles. Et on protège aussi nos plus jeunes pieds de vigne. C'est un vrai fléau. Donc, on se rend compte que dans certains domaines, si les bienfaits d'apporter de la biodiversité sont évoqués, il y est généralement associé la nécessité de maîtriser cette biodiversité au risque de réduire la productivité des vignes. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a des vraies difficultés de communication, au-delà de la biodiversité, sur également les enjeux agroécologiques. Quand certains, voilà, les moments de tension que j'ai pu voir dans les vignobles entre les vignerons et les zonotouristes, et notamment quand on parle de la réduction des intrants, eh ben, on a généralement des zonotouristes qui peuvent se montrer agressifs pour dire comment ça, réduction des intrants synthétiques, ça veut dire que vous en avez toujours si vous avez réduit. Et donc, on se rend compte que dans ces domaines-là, et notamment en raisonné, on a une difficulté de communiquer sur ces actions mises en place parce que c'est jamais assez. Donc ça, c'est un vrai enjeu de communication. Alors, 2 minutes, c'est très bien, c'est ce qu'il me faut. Côté œnotouristes, indistinctement de l'unité paysagère dans laquelle s'est déroulée la visite, vous avez vu, différentes AOC, donc différents territoires et différents paysages. Les œnotouristes interrogés ont valorisé toujours les mêmes types de paysages viticoles. Ils disaient admirer les paysages viticoles, dans les paysages viticoles, la géométrie, les lignes, le côté symétrique, qui était, selon eux, le reflet de la tradition, du patrimoine français. Et également, je les cite, d'un rapport particulier qu'on entretient avec l'agriculture. Ils étaient également majoritaires à valoriser des petits vignobles et à manifester leur désir d'évoluer dans un paysage viticole diversifié, notamment d'un point de vue esthétique, mais aussi environnemental. Ça implique, en plus des vignes, la présence de zones arborées et herbacées, de haies, voire de cours d'eau, mais également des éléments du patrimoine bâti, comme les murs et les murets, également comme ici une cabane, une loge de vigne qu'on a vue hier, et donc c'est une photo très récente.
Autre point essentiel chez les visiteurs, chez les zonotouristes, la nécessaire présence d'arbres au sein d'un paysage viticole pour qu'il devienne attractif. Les arbres sont vraiment considérés comme des marqueurs du, je les cite, respect de l'environnement, preuve d'un paysage diversifié et naturel, d'un équilibre entre les activités humaines et la nature. Et donc, chez ces visiteurs interrogés, ce type de paysage viticole diversifié, qui alterne notamment entre vignes et arbres et patrimoine bâti, sont appréciés là où ce qu'ils appellent les maires de vigne, pour prendre leur terme, sont généralement très dévalorisés. Donc, pour conclure, les observations ont montré que l'offre no touristique, notamment lorsqu'elle contenait une visite dans le vignoble, permettait de valoriser des pratiques et des dynamiques agroécologiques, et en particulier à travers le prisme de la valorisation de la biodiversité fonctionnelle. Les observations et les entretiens avec les zonotouristes ont, quant à eux, montré que ces pratiques et ces dynamiques agroécologiques, notamment celles favorisant la biodiversité, étaient largement valorisées par les visiteurs et pouvaient donc être des atouts pour le développement du tourisme et la valorisation des territoires viticoles. Et puis enfin, les entretiens avec les acteurs de l'onotourisme, des secteurs viticoles et touristiques, ont cette fois-ci montré que le lien entre l'agroécologie et le no-tourisme se manifestait dans la nature même de ces deux dynamiques. C'est-à-dire que faire le choix de proposer une offre no-touristique complète, et notamment de faire visiter ces vignes, nécessite la plupart du temps d'être dans une démarche d'ouverture, mais aussi de transparence vis-à-vis de ces pratiques. Et ce terme de transparence est énormément revenu dans les entretiens que j'ai pu avoir avec les professionnels. Je vais terminer là-dessus. Voilà un dernier petit verbatim d'une chargée de no-tourisme dans un vignoble certifié agriculture biologique. C'est sûr que quand tu acceptes de montrer tes vignes, c'est que tu es prêt à être transparent sur ta pratique. C'est aussi pour ça que notre démarche no-touristique est allée de pair avec une restructuration du domaine. Nous avons planté des arbres, nous travaillons avec la LPO, et cela fait partie de nos valeurs et de l'image que nous souhaitons mettre en avant. Donc, il est bien ressorti que le no-tourisme en lui-même n'impulse pas de nouvelles pratiques. Pour autant, le no-tourisme peut constituer, à ce titre, dans le cadre d'une démarche un peu systémique, un levier du développement agroécologique des vignobles et des territoires viticoles plus larges. Voilà, je vous remercie.